Il faut voir, à l'époque où le livre de Samuel Huntington sort, il y a en même temps sort le livre sur la fin de l'histoire, qui lui prévoyait plutôt que notre avenir serait radieux, puisque nous étions tous censés aller progresser vers des États démocratiques dans lesquels régnerait un capitalisme tempéré, en gros tout le monde comme la France ou les États-Unis. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que ça, c'était le monde tel qu'on aimerait qu'il soit, que la réalité, elle allait plutôt du côté de Samuel Huntington. Mais cette réalité, elle mettait à bas un immense fantasme, et un fantasme qui naît justement à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quand on se rend compte que l'idéologie raciste que portait le nazisme a amené à quand même plus de 60 millions de morts et un crime contre l'humanité envers les Juifs qui nous a amené à réfléchir même à ce qu'était l'humain et l'inhumain. On est allé tellement loin dans la haine d'autrui et dans la destruction d'autrui qu'on a été amené à interroger notre propre nature humaine, à admettre le monstre en nous et à dire que ce monstre en nous ne devait plus jamais ressortir. Mais pour ça, on a acheté une fiction, et cette fiction, c'était que la rencontre des cultures ne pouvait être que belle, ne pouvait que nous développer, ne pouvait que nous rendre plus tolérants, plus intelligents, et que finalement le mélange allait de soi. Or, le mélange, c'est important. On sait tous très bien, même si on le prend à petite échelle, que si on se marie avec sa sœur ou avec sa cousine, il y a des chances que l'enfant bave énormément et pas simplement parce qu'il est enthousiaste. Donc, on a très vite compris que oui, le mélange était essentiel. Mais le mélange des cultures, c'est un peu plus compliqué que cela parce que oui, il arrive que des cultures soient incompatibles et que ceux qui font les bases de la société politique d'une culture ne soient pas compatibles avec ceux qui font les bases de la société politique d'une autre. Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler d'identité. L'identité est un sujet qui est pour moi un sujet très intéressant et c'est un sujet sur lequel je réfléchis depuis déjà de nombreuses années. La toute première vidéo que j'avais d'ailleurs publiée sur cette chaîne était une vidéo sur l'identité. En l'occurrence, on parlait du livre d'Amin Maalouf, Les identités meurtrières, un livre sorti en 1998 que j'avais lu, que j'avais beaucoup apprécié et que je vous avais présenté il y a plus de 10 ans sur cette chaîne parce que ce livre me paraissait présenter en fait des aspects intéressants de l'identité et des réflexions enrichissantes sur l'identité. Mais l'identité en fait c'est une notion et c'est un concept que j'ai investigué, que j'ai réfléchi, pensé depuis de nombreuses années et je vous ai fait de nombreuses vidéos sur le sujet. Et justement, dans cette vidéo, je me propose de vous rassembler les moments les plus pertinents que j'ai partagé au long de ces 10 années sur l'identité, parce que, on a aujourd'hui, on le voit, beaucoup de gens qui nous disent, mais quand vous défendez l'identité, vous défendez quelque chose qui est en mouvement constant. Vous défendez quelque chose qui finalement est gazeux. Et comme c'est gazeux, c'est pas loin d'être rien. Et si c'est rien, pourquoi perdre autant de temps finalement à défendre le rien du tout? Dans cette vidéo, je prétends justement montrer l'inverse, montrer qu'effectivement, si l'identité est en mouvement constant, l'identité est en mouvement cohérent malgré tout, l'identité est quand même quelque chose de cohérent, quelque chose d'existant, quelque chose qui suit des règles, et quelque chose auquel on peut tenir, bien qu'encore une fois, ce soit en perpétuel mouvement. Donc on va commencer par des vidéos explicatives sur ce qu'est l'identité selon moi. Vous l'avez compris, cette vidéo parle de ce que moi je pense de l'identité, donc on va être sur une opinion toutefois appuyée sur mes nombreuses lectures. Vous allez le voir, je vais vous présenter dans cette vidéo des résumés de livres qui me semblent pertinents sur l'identité. On va parler d'identité individuelle, d'identité civilisationnelle, on va peut-être faire un lien entre les deux et voir qu'il y a finalement des rapports d'interaction entre l'identité civilisationnelle et l'identité individuelle. Et puis, on va, tout au long de cette vidéo, se questionner sur ce qu'est cette identité que nous cherchons à défendre sans pouvoir très souvent la définir de manière précise. Allez, on est parti. L'identité est un mot qu'on utilise beaucoup et qu'on entend beaucoup finalement dans les débats que l'on a aujourd'hui en France. On parle d'identité victimaire, d'identité sexuelle, d'identité individuelle, d'identité civilisationnelle.
On parle souvent de ce mot et il n'est jamais véritablement défini. En tout cas, selon moi, il n'est pas défini d'une manière suffisamment compréhensible pour que chacun sache de quoi on parle. Et certains, dont je fais partie, défendent une identité civilisationnelle et souvent, quand on défend une identité civilisationnelle, on a des gens en face qui nous disent « mais en fait, vous défendez quoi ?» Et il y a beaucoup de gens en fait qui ont du mal à répondre à ça, à dire « ils sentent intuitivement ce qu'ils défendent, ils savent intuitivement ce qu'ils défendent. » D'ailleurs, parfois, ils tentent de l'expliquer en disant « non mais moi, je veux pas le voile dans ma société, non mais moi, je veux pas le halal, non mais moi, je veux pas... » En fait, ils prennent des exemples, mais ils ont du mal en fait à expliquer véritablement ce qu'ils souhaitent défendre de l'identité française. Et pourquoi ils ne souhaitent pas certains changements? Souvent, on a des progressistes en face qui répondent finalement, l'identité, c'est quelque chose qui est mouvant, c'est quelque chose qui est constamment en train d'évoluer. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème avec le fait que ça évolue encore aujourd'hui? Où est le problème? C'est que vous êtes figé dans le passé, c'est que vous êtes des réactionnaires, vous ne voulez pas que le monde évolue, etc., etc. Et finalement, c'est pas si simple que ça, et c'est ce que je me propose de vous expliquer dans cette vidéo. On va faire une analogie entre l'identité individuelle et l'identité civilisationnelle, avec toutes les limites qu'il peut y avoir dans cette analogie, mais l'analogie me paraît quand même pertinente. Et puis, on va essayer de comprendre finalement ce que nous défendons quand nous disons que nous défendons l'identité civilisationnelle française, et on va voir que finalement, ce n'est pas une identité figée qu'on défend, c'est une identité située. Allez, je vous parle de ça tout de suite. Alors, commençons par dire ce qu'est l'identité. L'identité, pour un individu ou pour une civilisation, finalement, c'est une somme de choix. Par exemple, la civilisation française, depuis son début, a fait un certain nombre de choix. Un certain nombre de choix devant la réalité, devant le réel, devant le contexte et devant finalement le tragique de son histoire. C'est-à-dire que quand la civilisation française a avancé dans le monde, a avancé au niveau historique, elle a fait certains choix. Elle a fait certains choix qui ont amené à d'autres choix, qui ont amené encore un autre choix. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une civilisation ou un individu, je vous l'ai dit, on va faire une analogie entre les deux, à chaque fois qu'une civilisation ou un individu fait un choix, il fait un choix situé. C'est-à-dire qu'il fait un choix à partir de là où il est au moment où il fait ce choix. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret parce que ça paraît vraiment abstrait ce que je dis là. Mais par exemple, au XVIIe siècle, quand l'Occident, par le traité de Westphalie, après des guerres de religion, décide finalement qu'ils vont arrêter entre nations voisines de se faire la guerre au nom des religions, c'est un choix. C'est un choix qui n'a été fait d'ailleurs nulle part ailleurs dans le monde. C'est un choix des nations occidentales, c'est un choix de la civilisation occidentale. Un choix qui finalement va peut-être amener à d'autres choix, comme séparer, alors pas tout de suite séparer l'État des églises, mais d'abord peut-être se dire qu'il y a deux pouvoirs différents. Un pouvoir temporel, politique, et puis un pouvoir spirituel, religieux. Ça va permettre à l'Occident peut-être plus tard de se dire que, il va falloir séparer le religieux, le spirituel donc, de la politique, le temporel donc. J'y vais à gros traits parce que je ne vais pas vous définir l'identité française ici dans cette vidéo. Il s'agit de comprendre qu'une civilisation comme un individu, depuis sa naissance jusqu'au moment où l'on en parle, son identité c'est une somme de choix qui ont été faits selon des critères propres à cette civilisation. La civilisation occidentale a fait le choix finalement de la mixité entre les genres. La civilisation occidentale a fait le choix de se dire que finalement l'homme est l'égal de la femme, qu'elle a le droit à la même instruction, qu'elle a le droit au même droit, et qu'à ce titre il n'y a aucune raison qu'existent des écoles ou des classes différenciées pour les femmes, séparées des hommes. Ce sont des choix, en fait, ce sont des choix qui ont amené, tout au long de l'histoire de la civilisation française, ce sont des choix qui ont amené à ce que l'on vit aujourd'hui. Des choix qui ont été décidés par les leçons qu'on a prises du tragique de la vie, des choix qui ont été faits de manière plus ou moins rationnelle,
des choix qui ont été faits grâce à de grands intellectuels qui ont influencé la réflexion publique, qui ont influencé la civilisation française par les contributions intellectuelles qu'ils ont amenées dans l'espace public. On pourrait parler des Lumières, par exemple, qui ont amené tout un tas de choses. On pourrait parler de Spinoza, de Descartes, on pourrait parler, bref, de tout un tas d'intellectuels. Les intellectuels occidentaux avaient aussi une réflexion située, c'est-à-dire une réflexion qui était possible parce qu'ils étaient à l'intérieur d'une civilisation qui avait fait certains choix qui leur permettaient, ou pas d'ailleurs, eh bien, d'amener certains débats dans l'espace public, ou pas. Et c'est pareil pour un individu, on va revenir à l'individu pour essayer de comprendre finalement ce qu'est l'identité et comment on en arrive à perdre en fait son identité et à perdre, à perdre les racines de son identité. Si vous êtes un individu, vous naissez au sein d'une nation. Vous vous construisez selon les valeurs de votre nation, puisque vous êtes né dedans, ou alors en réaction à ces valeurs. Mais en tout cas, vous êtes situé par rapport à ces valeurs. Vous naissez également dans une famille qui a des valeurs, qui vous inculque ces valeurs. Vous pouvez vous construire encore une fois, en adhésion de ces valeurs ou en rejetant ces valeurs. Mais en tout cas, vous vous construisez par rapport à ces valeurs. Ce qui veut dire que les choix que vous allez faire vont être des choix qui vont être restreints. Restreints par le contexte, restreints par l'époque dans laquelle vous vivez, restreints par la famille dans laquelle vous êtes né, restreints par la civilisation dans laquelle vous êtes né. Ces choix vont être restreints, quand bien même vous êtes dans une démocratie libérale occidentale où ce sont les civilisations qui ont laissé à l'individu le plus de poids et le plus de place et le plus finalement de possibilités de choix et d'action. Vous faites quand même des choix situés dans une famille, situés dans une classe sociale, situés dans une civilisation, situés dans une nation. Donc vous faites des choix. Et quand vous arrivez, vous grandissez, vous êtes un bébé, vous grandissez, 10, 20, 30, 40 ans, il vous arrive des choses dans la vie, il vous arrive des drames parce que la vie est tragique. Vous prenez des leçons finalement de ces drames et vous faites des choix par rapport aux leçons que vous avez prises de la vie, par rapport à ce que vous avez appris, par rapport à votre instruction, par rapport au retour d'expérience que vous faites dans la vie, vous faites des choix. La somme de ces choix est votre identité. Et quand vous arrivez à 40 ans, peu importe l'âge, ça marche à tous les âges, mais quand vous arrivez à 40 ans, eh bien la somme de ces choix, la mémoire des raisons pour lesquelles vous avez fait tous ces choix, et la place que vous occupez et l'addition de tous ces choix, eh bien c'est cela votre identité. C'est exactement cela l'identité. Et c'est pareil pour les nations, c'est pareil pour les civilisations. Le moment que vous prenez en compte, le moment où vous interrogez l'identité, eh bien, c'est la somme des choix qui ont été faits par un individu ou par une civilisation. Et surtout, la mémoire, et ça va être le point sur lequel on va avancer maintenant, c'est-à-dire que l'identité, c'est aussi la mémoire qui nous rappelle pourquoi nous avons fait tous ces choix, qui nous rappelle finalement pourquoi nous sommes ce que nous sommes, ce qui nous permet de rectifier les erreurs que nous aurions éventuellement faites dans le passé, mais ce qui nous permet aussi de garder vivace et vivant, eh bien la raison pour laquelle on a fait certains choix et finalement d'insister sur ces choix parce que on reconnaît aujourd'hui que finalement on a eu raison sur ces choix et de pas se laisser imposer finalement une autre manière de vivre par d'autres parce que nous avons fait nous ces choix et que ces choix sont importants pour nous. Eh bien il en est de même d'une civilisation. Une civilisation a fait des choix. Et quand elle a fait certains choix, parfois elle s'est trompée et elle se modifie, elle fait de l'autocorrection. Mais il y a certains choix qu'elle est fière d'avoir fait. Et si elle a le souvenir de pourquoi elle a fait ces choix-là, eh bien elle va persister dans ce choix-là et elle va l'imposer. Non par une autorité qui serait finalement une autorité, violente, une autorité arbitraire, mais simplement parce que elle a la mémoire de pourquoi elle a fait ce choix et que ce choix lui paraît encore aujourd'hui le meilleur. Et elle va persister dans un choix qu'elle pense toujours être le meilleur choix. Et donc, si on reprend notre analogie avec l'individu,
eh bien on voit bien qu'un individu qui serait atteint d'Alzheimer par exemple, et qui subit un effacement progressif puis total de sa mémoire, eh bien perd totalement son identité. Il ne sait plus pourquoi il est où il est, il ne sait plus quels choix l'ont amené à l'endroit où il en est dans la vie, il ne sait même plus quels sont ses liens affectifs avec telle ou telle personne, il ne sait plus qui il a choisi de faire vivre autour de lui et avec qui lui-même a choisi de vivre, il ne sait plus rien. Donc un individu qui perd sa mémoire est un individu qui perd son identité. Eh bien il en va de même pour les civilisations, une civilisation qui perd la mémoire des choix qu'elle a faits, qui perd la mémoire de pourquoi elle en est là où elle en est aujourd'hui et de grâce ou à cause de quel choix elle en est là où elle en est aujourd'hui, une civilisation comme ça est une civilisation atteinte d'Alzheimer, une civilisation qui ne sait plus qui elle est. Et c'est pour ça que la mémoire est si importante dans l'identité. Apprendre à se connaître, à connaître notre histoire et savoir que ce qu'on a construit civilisationnellement, bien sûr, c'est pas parfait, mais peut-être avoir juste cette petite chose en tête. Oui, l'égalité homme-femme, par exemple, ça sera toujours un objectif. Et on peut nous rétorquer aujourd'hui, il y a des hommes qui traitent mal les femmes, il y a des femmes qui sont moins payées que les hommes pour le même boulot, etc., etc. Mais je vous garantis que la condition de la femme dans les pays qui affichent l'objectif d'égalité dans la citoyenneté n'a rien à voir avec les conditions de la femme, là où elle est considérée comme une propriété ou comme une sous-citoyenne. Et c'est le cas de la plupart des pays dans le monde, c'est notamment le cas de quasiment des pays maghrébins, c'est le cas d'un certain nombre de pays en Asie, etc. Regardez la condition des femmes là-bas, regardez la condition des femmes en Occident, et dites-moi si nos principes et nos idéaux ne changent pas concrètement le réel. Ils le rendent pas parfait, ils sont pas transposés tels quels, mais ils agissent, ils changent, et pour les destins individuels et collectifs, ça fait une vraie différence. Donc arrêtez de vous faire retourner le cerveau par des gens qui vous disent « vous n'êtes pas parfait ». Ils ne le sont pas plus que vous, nous ne le sommes pas, mais ce que nous avons créé comme modèle de société sont parmi les meilleurs qui ont été créés aujourd'hui. Donc, on peut les parfaire, mais on peut déjà en être fier. Et surtout, conserver cet état d'esprit, parce que même si les civilisations peuvent mourir, elles peuvent aussi renaître. C'est pour ça qu'il est important de connaître les racines de sa civilisation et l'historicité de tous les choix et des raisons pour lesquelles elle a fait ses choix. C'est ça qui fait l'identité. C'est ça qui fait que nous portons en nous fièrement notre identité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la civilisation française a l'identité honteuse. Elle a perdu cette mémoire. C'est un autre sujet, mais je pense qu'elle a perdu cette mémoire à cause de l'école qui ne transmet plus cette mémoire. À cause des citoyens, des individus qui ne transmettent plus non plus à leurs enfants cette mémoire. Et la fierté qu'il y a dans cette mémoire, parce que la civilisation française, ou plus largement la civilisation occidentale, a fait de grandes choses. Elle a fait énormément de grandes choses. Elle a vécu ou produit également d'énormes tragédies. Mais elle en a tiré les leçons. Et ça lui a permis d'avancer. Et ça lui a permis d'en être là où elle en est aujourd'hui. Là où beaucoup de gens vont nous dire « Ah non, mais il n'y a pas de fierté à être français, à avoir l'identité française. En gros, on a joué au loto et puis on a eu un coup de bol, on est né ici. » Eh bien non, il n'y a aucune raison de ne pas être fier d'un héritage qui nous a été légué et d'aspirer à une continuité de cette identité, c'est-à-dire continuer à faire des choix situés. C'est-à-dire que quelqu'un qui défend l'identité civilisationnelle française ou qui défend sa propre identité, c'est pas quelqu'un qui est figé dans le passé et qui refuse d'avancer. C'est quelqu'un qui veut continuer à faire des choix situés, c'est-à-dire des choix dans la continuité historique de ce qu'il est lui en tant qu'individu, si on parle de l'individu, ou dans la continuité historique de sa civilisation, s'il parle de son identité civilisationnelle. Et c'est ça qu'on essaye tous de défendre quand on parle de défendre l'identité française. On défend l'identité de
d'une nation qui a fait certains choix tout au long de son histoire, et on défend la possibilité de continuer à faire des choix, mais d'une manière située en continuité historique avec les choix qui ont été faits précédemment et avec l'héritage que l'on a reçu de la grande civilisation française. Donc oui, l'identité est mouvante, évidemment, mais elle est mouvante et elle est évolutive, mais elle ne peut pas évoluer dans n'importe quel sens. Elle ne peut pas faire n'importe quel choix. Encore une fois, ces choix sont situés par rapport à des choix antécédents, par rapport à un legs intellectuel, culturel, historique, et on ne peut pas faire n'importe quel choix. Et il en va de même pour toutes les civilisations. Toutes les civilisations fonctionnent de cette manière, et toutes les identités civilisationnelles fonctionnent de cette manière. Alors imaginez maintenant ce qu'il peut se passer lorsque des individus d'une ère civilisationnelle différente de la nôtre, c'est-à-dire des gens qui viennent d'une civilisation qui a fait d'autres choix, parfois des choix antagonistes à notre civilisation, des gens dont la civilisation a fait d'autres choix. Il ne s'agit pas ici, et il ne m'appartient pas, ici, de dire si ces choix sont meilleurs ou moins bons que les nôtres. Simplement, ils ont fait des choix différents. Et ces gens qui viennent d'ères civilisationnelles, qui ont fait des choix différents, eh bien, quand ils viennent dans la civilisation française, eh bien, forcément, s'ils viennent en masse, ça crée des problèmes. Alors, ça crée des problèmes s'ils continuent à vivre comme dans l'ère civilisationnelle qu'ils ont quittée, pour vivre dans la nôtre. S'ils adhèrent à notre identité nationale et si, ils se raccrochent finalement à cette identité civilisationnelle qui est la nôtre, ça ne pose absolument aucun problème. On reste dans la continuité, on peut faire des choix qui vont être différents ou revenir sur certains choix, mais si la personne se raccroche à l'identité française, elle se situe dans l'identité française, et les choix qu'elle aidera à faire ou les choix qu'elle fera elle-même au sein de la civilisation française seront des choix situés par rapport à l'identité française telle qu'elle est aujourd'hui. Donc ça ne pose aucun problème. Ce qu'il faut quand même ne pas perdre dans l'idée, c'est le fait que ce qui fait la société française, ce qui est censé faire la société européenne est partageable. C'est pas lié à une couleur de peau, c'est pas lié à un lieu de naissance. Et ce désir-là et ce partage-là, on peut l'avoir. Et c'est là où le fait de ne plus s'aimer ou de ne pas savoir quelles sont les beautés de sa civilisation vous désarme complètement, parce que même les gens qui vous rejoignent, quand ils vous voient en train de vous cracher dessus vous-même, que voulez-vous qu'ils fassent? Derrière eux, ils savent que ceux qui arrivent, c'est pas les états d'âme qui vont les empêcher d'aller au bout de leur délire. En fait, je crois que ceux qui ont un problème d'identité, ce sont ceux qui se disent progressistes et qui ont un dégoût eux-mêmes de ce qu'ils sont et qui veulent en dégoûter les autres. En fait, je ne comprends pas comment on peut tenir des discours anti-français à des gens qui ne demandent qu'une chose, c'est d'être traités comme des Français à part entière, comme les autres, en fait. Et c'est là où j'en arrive à la question de l'assimilation. Un jour, j'ai été invitée à débattre sur mon livre, et il y avait une élue parmi les invités, et elle dit aux enfants issus de l'immigration, il ne faut pas leur parler d'intégration, puisqu'ils sont nés là, mais il ne faut pas non plus leur parler d'assimilation. Et je me suis dit, mais il faut parler de quoi alors? Il faut leur parler de communautarisme, c'est ça le modèle qu'ils veulent? Le fait que l'identité soit mouvante et continue d'évoluer de manière ininterrompue n'est pas un problème. C'est simplement que si on est porteur d'une civilisation antagoniste à celle dans laquelle on veut vivre, et qu'on ne souhaite pas adhérer à la civilisation qu'on a choisie pour vivre, mais on ne souhaite pas adhérer à son identité, on veut continuer à faire vivre en nous une identité civilisationnelle, c'est-à-dire d'autres choix qui ont été faits, une autre identité qui vient d'une autre ère civilisationnelle et qu'on veut l'imposer à une identité nationale, à une identité civilisationnelle et à une civilisation dans laquelle on vient nouvellement d'arriver, eh bien forcément, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des frictions, parce que les gens sur place ne voudront pas vivre selon des choix antagonistes à leur propre civilisation. Certains vont nous dire que c'est intolérant, mais c'est simplement cohérent.
Si on a fait certains choix par rapport à d'autres, c'est qu'on a jugé que ces choix étaient meilleurs que d'autres. Et donc, il est logique qu'on persiste de manière tout à fait cohérente. Il est normal qu'on insiste sur ces choix et qu'on impose ces choix sur notre territoire historique et sur le territoire sur lequel on est censé avoir finalement une autorité politique. C'est le but de l'existence d'une nation. Que penses-tu en fait de la thèse de Huntington du choc des civilisations dans le contexte géopolitique actuel, que ce soit avec l'Ukraine ou les tensions entre les États-Unis et la Chine? Alors juste pour rappel, la thèse de Huntington, c'est à l'effondrement en fait de l'URSS, de l'ex-URSS en fait, à l'effondrement de ce grand bloc. Eh bien, on n'aura plus en fait un monde qui sera bipolaire entre les États-Unis, c'est-à-dire le monde libre à l'époque, et puis l'URSS, c'est-à-dire les soviets. Voilà. Et donc, chaque civilisation, en fait, va se recentrer sur elle-même et on va venir dans un monde, en fait, multipolaire où chaque civilisation va désormais défendre ses intérêts. Et c'est à peu près la thèse de Huntington. Donc, il y aura comme ça un choc et un frottement entre civilisations. Je voulais savoir ce que tu penses de cette thèse, Driss. Bien, c'est une thèse qui est valide, mais elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire que c'est le grand drame des relations internationales et des sciences humaines, c'est que il y a plusieurs phénomènes en même temps. Et puis il y a le facteur chance ou malchance. C'est-à-dire que il suffit pas d'avoir raison, il suffit que la providence des choses, que les planètes s'alignent. Donc il a raison, Huntington, il a eu raison de pointer quelque chose qui est très évident. Enfin, c'est que les civilisations sont en concurrence. Ouais. C'est déjà la base. Elles sont en concurrence au sein de l'Europe, entre blancs caucasiens, ou elles sont en concurrence au sein de l'Asie, entre l'Inde et les Chinois. Il faut voir les tensions qu'il y a entre l'Inde et la Chine. Ouais. Et là, il n'y a pas d'islam, il n'y a pas de. C'est juste. Donc là, il a raison. Il a aussi raison de dire qu'il y a deux types de guerres. Il y a des guerres dans les civilisations. Tu prends les musulmans chiites, sunnites. Il y a des guerres entre civilisations. La thèse qu'il développe dans les années 90, après la chute de l'Union soviétique, comme tu le soulignes, c'est de dire que lui, il voit plutôt une recrudescence des guerres entre civilisations. C'est ça. Il pose des civilisations qu'il voit venir dans le monde asiatique, comme tu dis, dans l'Europe de l'Est et ailleurs. Et là où c'est pas suffisant comme analyse, si tu veux, c'est que notre civilisation est en train de se diluer. C'est ça le problème, c'est que selon Huntington, il y a une sorte de FIFA World Cup des civilisations, c'est-à-dire qu'elles sont en concurrence. Ouais. Comme le foot, un match de foot peut dégénérer, Ouais. ou pas. Il y a un match de foot aujourd'hui entre les Chinois et les Indiens, par exemple, les Chinois et nous, disons les Européens, ou entre l'islam, dont je fais partie, le monde islamique, et l'Europe de l'Ouest, l'Occident. Il y a un match de foot. Soit ce match de foot se termine bien, c'est-à-dire qu'on on est en concurrence, l'un copie l'autre. C'est-à-dire qu'on peut aussi apprendre de vous et vous apprenez. Nous, on a beaucoup appris de vous. Moi, je suis avec une chemise, je ne suis pas avec une djellaba, alors que dans ma culture, j'aurais dû venir avec une djellaba et un tabouche. Donc, nous, on porte vous aussi, vous apprendrez de nous, on s'influence. Ça, c'est le match. Mais ça peut mal se terminer avec des tifosi, des hooligans, et ça donne la guerre, c'est le terrorisme aussi. La guerre entre les Chinois et les Indiens qui est possible dans l'Himalaya, ils se tapent dessus très, très souvent. Le problème, c'est que nous, on arrive au match sans équipe. Nous, l'Occident. On est en train de diluer notre civilisation. On est en train de la rendre impuissante par notre délire, tous les délires que nous avons. On peut en parler. Mais je comprends pas pourquoi souvent ceux qui attaquent Huntington le font avec beaucoup de mauvaise foi, alors que finalement, la colonisation, ce sera mon dernier mot, est une histoire de clash de civilisation. Qu'ont été les colonisations françaises ou espagnoles ou même arabes ou japonaises c'est une civilisation qui se croit supérieure, qui va aller dominer les autres, leur casser la gueule, essayer de leur faire un peu de bien, parce qu'on fait quand même un peu de bien. Les musulmans, nous, les musulmans, quand on a envahi l'Afrique noire, on a fait du bien, en guillemets, en islamisant, on leur a apporté la bonne parole. Vous, quand vous êtes partis en Afrique noire, vous avez apporté des vaccins et vous avez interdit l'esclavage. Donc, il y a quand même du bien qui est fait. Mais même s'il y a du bien qui est fait, ça se termine toujours très mal. C'est-à-dire que les civilisations disent non. Et je ne comprends pas qu'on fasse ce procès à Huntington, alors que je pense que le seul procès qu'on puisse lui faire, c'est qu'il y a le facteur chance,
Parce qu'il n'y a rien de, c'est pas une équation, la vie, c'est pas une équation mathématique. Et le deuxième point, c'est que nous, l'Occident arrive dans cette bataille des civilisations presque à poil. Je vais vous poser une question un petit peu polémique et qui est un petit peu à côté du livre. Hein. Vous n'en parlez pas dans le livre. Là, c'est vraiment une question que moi je vous pose et que voilà, vous ne m'avez pas poussé à ça. Je peux pas vous associer à cette question. Encore une fois, vous n'en parlez pas dans le livre, mais j'ai pas pu m'empêcher en fait de penser à la lecture de votre livre que finalement la lecture civilisationnelle explique quand même beaucoup de choses et on arrive à saisir et à comprendre beaucoup de dangers et à comprendre pas mal de choses. Samuel Huntington, dans son Choc des civilisations, nous explique ce que vous expliquez en partie ici, là, c'est que l'islam et le christianisme, alors lui il dit pas ce sont deux religions, c'est ce que vous avez dit vous, lui il dit ce sont deux civilisations à visée universelle, ce qui en fait des ennemis naturels depuis déjà bien longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi qui se passe sur nos territoires? Alors, Huntington, lui, l'affirme sur la base de données empiriques, mais pas sur la base des différences religieuses ou civilisationnelles. C'est vrai. Et il le fait de façon empirique, il observe en fait, et il dit voilà, c'est deux civilisations différentes. Et universaliste, à visée universelle. Voilà. Les anthropologues, eux, essayent de travailler peut-être sur les différences qui vont constituer au fil du temps des civilisations différentes. Donc, ce sont deux religions différentes qui par leurs différences, justement, géographiques, politiques, sociales, tout ce que vous voulez, légales, ont produit au fil du temps des civilisations qui se confrontent chaque fois qu'elles se rencontrent. Dans l'histoire de l'islam et plutôt de l'islam, puisque le christianisme est venu avant, mais dans l'histoire de l'islam, il y a toujours des confrontations avec les mondes autres. C'est une religion qui s'accommode très très mal de la différence parce que quand elle existe, elle lui donne un statut de soumis, c'est le statut de dhimmi, et encore seulement pour quelques religions en particulier, notamment les religions du livre. Les autres, ils doivent être convertis, point à la ligne. Donc il y a dans cette religion, à la base, une volonté d'éradiquer en fait l'altérité. La raison pour laquelle l'islam n'a pas disparu au fil du temps, c'est que il s'est d'une certaine manière acclimaté aux différentes cultures dans le cadre de son expansion, et ces cultures, notamment les cultures orales, étaient moins portées sur le livre, sur le littéralisme, et étaient donc plus souples. Et c'est la raison pour laquelle cette religion s'est malgré tout adaptée. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas confondre l'islam et l'islamisme, parce que je pense que l'islam a des capacités d'adaptation, mais elles ne sont mobilisées que si on l'oblige. L'islam ne s'adaptera pas naturellement. Il faut que la culture d'arrivée soit suffisamment forte pour la contenir dans ses velléités de domination du monde. L'islam veut un califat, les islamistes veulent le mettre en marche, ce califat, vous voyez la différence, mais c'est à la culture qui reçoit cette religion de lui dire ça, non. Vous pouvez garder ça de l'islam, mais tout ce qui concerne le prosélytisme et l'obligation de convertir, vous devez l'abandonner purement et simplement. Et le problème, c'est que ça devient, pardonnez-moi, difficile parce que vous l'expliquez dans le livre, on perçoit notre espace public, et d'ailleurs la plupart des militants laïcs le disent aujourd'hui, et la plupart des gens le disent, c'est que notre espace public serait un espace neutre. Or moi, et là encore une fois, c'est moi qui vous pose la question, vous n'en parlez pas du tout dans le livre, mais c'est simplement que pour moi, notre espace public est lui aussi en fait, un legs de notre civilisation. Pour moi, c'est pas neutre, l'espace public n'est pas neutre en fait. Et le problème, c'est qu'en croyant à cette neutralité, vous savez, c'est un peu comme la neutralité des médias. On croit que certains médias sont neutres, donc ils disent la vérité, donc c'est indiscutable. Et là, c'est pareil, on nous dit en gros que... Pardon ? Oui, je suis en total accord avec vous. Je pense pas qu'aucune culture n'est neutre. Nous avons différentes strates culturelles, nous avons des cultures régionales, nous avons aussi une culture nationale, républicaine, nous avons des choses qui se sont constituées au fil du temps, et il n'y a aucune raison de penser qu'elles sont universelles et sans saveur, sans odeur, qu'elles sont neutres et transparentes. C'est une absurdité de certains, effectivement, dans le champ politique ou de certains essayistes. Je peux pas commenter ça parce que ça me paraît complètement
complètement absurde. La façon dont on est habillé, on n'est pas habillé comme dans d'autres cultures, dont on mange, dont on se comporte. Enfin, je veux dire, c'est en permanence qu'on vit dans une ambiance culturelle particulière. Et Parce c'est que là où je voulais, ça. pardonnez-moi, parce que là où je voulais en venir, c'est que finalement, si notre espace public n'est pas neutre, alors ça veut dire qu'il est le fruit de quelque chose et que nous devons peut-être défendre ce quelque chose, et que défendre ce quelque chose, c'est finalement résister à cette normalisation islamique qui se déploie dans cet espace public, et le faire de manière non violente, mais le faire d'une manière assumée et puissante, quoi. En fait, ce que vous dites, c'est un peu ce que j'ai essayé de démontrer dans mon livre, c'est que si vous changez la façon de manger, la façon de les convives que vous choisissez ou non, votre environnement visible, culturel, c'est pas pour rien. C'est quelqu'un comme Elias Zimzalen veut absolument revendiquer la visibilité de l'islam dans l'espace public. Donc, il dit en gros, est islamophobe celui qui n'accepte pas le caractère politique de l'islam ou sa visibilité. Ben oui, évidemment, c'est une façon en fait d'imposer l'islam comme civilisation, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qu'on mange, ce qu'on sent, tout cela par les sens en fait. Eh bien, l'islam veut se développer aussi par les sens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'obligations, de prières, de gestes qui sont dans le christianisme beaucoup plus éthérés. C'est plutôt des idées, c'est plutôt des principes. En islam, il y a des pratiques. Et ce sont ces pratiques qui vont domestiquer le corps, qui vont fabriquer une culture islamique en fait qui se veut universelle et qui va évidemment se heurter aux cultures locales. C'est vraiment par la culture qu'avance l'islamisme dans nos sociétés, et c'est beaucoup plus efficace à mon avis que le djihad violent, parce que le djihad violent pourrait quand il est fait, les djihadistes sont immédiatement arrêtés, les comptes bancaires bloqués, etc. Tandis que là, cette islamisation douce, par subversion du droit, de la culture, etc., est très efficace. Alors, pour revenir à votre remarque, oui, nous ne sommes absolument pas neutres, nous avons une culture gréco-romano-judéo-chrétienne et qui s'est donc nouée pour faire ce que nous sommes de façon originale au fil du temps, sur très long terme, et il ne s'agit pas de faire disparaître ça d'un coup, c'est absurde et extrêmement dangereux, parce que alors là, ça ferait le jeu de ce que veulent justement les islamistes quand ils soutiennent le wokisme, la gauche radicale et toutes ces théories déconstructionnistes. C'est bien sûr avec une intention de détruire la société pour ensuite la conquérir. C'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier que les idiots utiles du wokisme et de la gauche radicale seront immédiatement balayés dès que les islamistes seront en position de force. Pour le moment, ils s'allient de façon opportuniste avec eux. Et finalement, quand les gens disent qu'ils veulent défendre la civilisation française, qu'ils veulent défendre la continuité historique de leur pays, c'est cela qu'ils veulent dire. Ils veulent dire qu'ils veulent défendre la mémoire des choix qui ont été faits par leur civilisation et le résultat de ces choix. C'est pour ça que si vous voulez défendre votre civilisation, le meilleur moyen de la défendre, c'est de la faire vivre en soi et de savoir expliquer ce qu'on fait vivre en soi. Et pour cela, eh bien, il n'y a pas d'autre moyen que d'aller se rappeler pourquoi notre civilisation a fait les choix qu'elle a fait, pourquoi elle a fait ces choix, qu'est-ce qui a présidé finalement à la décision, qu'est-ce qui a présidé en tant que traumatisme par exemple. On pourrait parler en France des guerres de religion. On sait que les guerres de religion ont laissé une trace très importante en France, et c'est pour ça qu'on a toujours un petit peu du mal, eh bien finalement, à imposer notre identité religieuse. C'est pour ça aussi que la France a rejeté l'Église d'une manière singulière au sein du voilà, dans le monde, on est une nation particulière. On a rejeté assez violemment le religieux parce qu'on a la mémoire de ces guerres de religion, mais parce qu'on a aussi entretenu cette mémoire, et qu'aujourd'hui on entretient peut-être d'autres formes de mémoire à l'école. Alors que peut-on conclure de tout ce que je viens de dire ? Eh bien, on peut en conclure déjà que défendre sa civilisation, ça n'est pas être raciste, ça n'est pas être intolérant. Défendre sa civilisation, c'est défendre le legs de sa civilisation. Défendre l'identité française, défendre l'identité de sa nation, ça n'est pas être contre les autres, c'est défendre la continuité historique des choix qui ont été faits avant nous. C'est défendre une identité
qui est finalement, je l'ai dit et je le répète, le résultat des choix qui ont été faits avant nous. Est-ce que les Français n'ont-ils pas intérêt finalement à se réapproprier une lecture civilisationnelle pour comprendre ce qu'ils défendent réellement en termes de culture, d'us et de coutume? C'est-à-dire qu'en gros, on est dans des sociétés libérales, on a l'impression que les sociétés libérales, les démocraties libérales occidentales, c'est un petit peu le développement normal de chaque nation. Or, quand on regarde le monde, on voit que c'est pas du tout le cas. Non, ce qui veut dire que et c'est ce qui justifie qu'on ait justement une civilisation particulière et pas une civilisation universelle, et donc qu'on peut se heurter à d'autres civilisations. On a une manière d'être, on a une manière de vivre, on a des principes, on a des valeurs, elles sont particulières. Après, on les partage. On voudrait imposer, bien sûr, les droits de l'homme parce que ça nous semble être universel, mais il faut reconnaître que ça appartient à notre culture et à notre civilisation. Donc oui, il n'y a pas de honte à se situer dans une civilisation. D'ailleurs, les musulmans ne font que ça, se situer dans une civilisation. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on se situe dans une civilisation, on va rentrer en conflit avec une autre, pas nécessairement. Sauf si, bien sûr, cet autre veut s'imposer. Alors à ce moment-là, effectivement, on sera obligé de mener la guerre contre une civilisation qui nous mène la guerre. C'est Julien Freund qui explique ça très bien, une très belle formule que je connais pas par cœur, mais en gros, ça dit, vous pouvez faire toutes les protestations d'amitié à votre voisin qui vous veut la guerre, de toute façon, il vous la fera et il viendra jusqu'à votre jardin pour la faire. Quand on fonde toute sa société politique sur l'idée de l'égalité des hommes, en reconnaissant une dignité humaine commune, quand on la fonde sur la défense des libertés, notamment des libertés fondamentales, quand on s'interroge sur quelle doit être la hiérarchie de ces libertés fondamentales et que de fait, nous mettons, nous, la liberté de conscience avant la liberté de religion, oui, cela peut entrer en conflit avec des sociétés qui, elles, pensent que finalement, l'égalité entre les hommes au niveau du citoyen n'est pas à défendre, qui préfèrent le dogme aux libertés, bref, qui ont des façons de fonder leur société politique sur à la fois d'autres valeurs, d'autres principes, d'autres idéaux, et que cela entraîne en fait d'autres fonctionnements, et que la démocratie n'est pas désirée par tout le monde, n'est pas vu comme désirable par tout le monde, et que nous avons non seulement péché par naïveté, mais une fois que la naïveté n'a pas suffi, nous nous sommes volontairement crevés les yeux. Pourquoi ? Parce qu'être mis en face de questions existentielles nous terrorise. Et pourtant, une fois que l'autre vous a désigné comme étant votre ennemi, vous aurez beau faire toutes les contorsions possibles, le conflit va avoir lieu. Et c'est ce à quoi nous assistons sous nos yeux. La seule question, c'est est-ce que vous êtes armé intellectuellement, ne serait-ce que ça pour faire face à ce conflit, ou est-ce que vous êtes désarmé déjà simplement parce que le simple fait de le regarder déjà vous pèse? On peut aussi conclure de tout ce que je viens de dire finalement que défendre sa civilisation, défendre son identité, c'est déjà aller voir en fait, quel est le legs de cette civilisation, quel est le legs de cette identité, et aller voir ça dans les livres. On a de la chance, on a beaucoup de livres d'histoire, et on a beaucoup de réminiscences du passé, de réminiscences intellectuelles du passé, qui nous permettent d'aller voir pourquoi notre grande civilisation a fait les choix qu'elle a fait. Et je pense que mon bonheur dans cette vie terrestre dépend de comment je gère mon identité ou pas. Est-ce que j'accepte ma mission, j'accepte mes forces, mes faiblesses? Est-ce que je m'accepte tel que je suis? Et ça a l'air banal, mais au fait, s'accepter tel que l'on est, c'est quelque chose de très difficile. Et tout est fait dans l'éducation, dans la famille, dans la rue, pour nous mettre dans un moule et au fait nous projeter, notamment sur des écrans de téléphone, très loin de nous-mêmes. En fait, on passe notre temps à juger la Palestine, Israël, la Chine, Trump, le climat, la température du pôle Nord, du pôle Sud, la santé des Indiens d'Amazonie, mais on n'est pas en soi-même. Et donc, l'identité, pour moi, c'est quelque chose personnellement de très important, mais pas une identité, je dirais, masturbatoire. Regarde comme je suis beau, je me réalise, non, c'est une identité de projet, même de combat. Tu as la chance d'être né dans un peuple d'élite, doté d'une langue d'élite. Il serait bête de t'en priver. Quand je dis que le peuple français est un peuple d'élite, je ne veux flatter personne. Si tu veux mon avis, il est en train de sombrer,
Mais moi qui connais un petit peu le monde, je mesure combien il est en avance sur une immense partie de l'humanité. L'identité, selon moi, c'est trois choses. C'est d'abord, c'est un paysage, c'est-à-dire c'est le visage dans le cas de l'individu. Dans le cas d'un peuple, ce sont les paysages humains et matériels. Hein. C'est le vignoble le bourguignon, c'est la couleur de la peau des habitants, est-ce qu'ils sont blancs, noirs, c'est leur construction. Hein. Quand on est en Andalousie, on n'est pas en région parisienne. Quand on est en Bourgogne, on n'est pas à Marseille. Ce sont des paysages faits par l'homme. Dans ces paysages-là, on peut aller au sens large, ce sont les comportements. Hein, la mentalité napolitaine, c'est pas la mentalité de Manchester. Ouais. Voilà. L'homme tropical de Rio de Janeiro, ce n'est pas l'homme japonais de Tokyo. Voilà. Donc c'est le paysage. Ensuite, derrière vient une notion de force et de faiblesse. Ça aussi, c'est l'identité. C'est-à-dire que moi, il y en a qui sont nés pour jouer au basket, d'autres qui sont nés pour jouer au foot. Et malheur à ceux qui s'épuisent à jouer au foot alors qu'ils sont nés pour jouer aux échecs. On fait des vies entre guillemets ratées, des potentiels qui ne sont pas atteints. Et on voit ça dans l'identité brésilienne. Elle est très résiliente, elle est très rustique. Le Brésilien peut travailler avec peu de ressources. Tu lui donnes un coup, il se relève. Le pays vit dans des successions de cycles économiques extrêmement brutaux. Et le Brésilien, le Français deviendrait dingue. Il a pas Par contre, le Français, bien conduit, atteint vite l'excellence administrative. On a eu un État extraordinaire. Là, c'est fini, mais bon, l'excellence technique. Hein, c'est le pays du Concorde, le pays de la gazelle, du Puma, du TGV, du nucléaire. C'est un pays de rigueur, on va dire, de rigueur cartésienne. Tu vois bien que je fais vite le lien entre l'individuel et le collectif parce que l'identité collective, elle est comme une espèce de four dans lequel on fait cuire les individus, hein, comme dans le ventre d'une mère, dans un utérus. L'identité collective, c'est l'utérus. Et dans le ventre de nos mères, nous sommes advenus. Hein, c'est comme la cuisson à petit feu. Et nos mères nous ont alimentés par les nutriments, mais aussi par les sensations. On n'a plus de désir. Le désir, maintenant, c'est l'Europe, c'est-à-dire la mort de la France. Hein. L'Europe, telle qu'elle est construite par ces gens-là, c'est le cercueil de la France. Hein. On transforme la France en une nouvelle Belgique. La France n'a pas vocation à être la nouvelle Belgique, la nouvelle Suisse, la nouvelle Bulgarie. La France doit être ce pays un peu énervant, un peu arrogant, mais qui a les moyens de son arrogance. Toutes ces identités sont des puits très importants de savoir et de connaissances qui ont été accumulés sur plusieurs centaines d'années, sur parfois plus de 1000 ans. Et en fait, aujourd'hui, les progressistes, sous couvert d'idéologie, que ce soit les écologistes, que ce soit les progressistes de LFI, ou que ce soit, bref, que sais-je, les woke, tous ces gens-là, en fait, voudraient qu'on jette à la poubelle, tout ce savoir qui nous a été légué par nos anciens, au profit d'idéologies complètement hors sol, parfois dénuées de la rationalité la plus élémentaire. Et donc, Driss Ghali nous invite justement au mouvement inverse. Nous allons commencer à parler de politique et de société, car il ne sert à rien d'aller bien dans sa tête si un dictateur veut te la couper. Mais avant de parler de mots qui font joli comme démocratie et capitalisme, préoccupons-nous de tes valeurs et de ta posture. Quel homme veux-tu être? Un homme déconstruit, niais et passif, ou bien un lutteur de MMA tatoué sur le visage? Il y a une alternative à ces horreurs. Suis-moi, je vais te la présenter. Il faut vivre ton époque sans te rabaisser aux vilainies de tes contemporains. Pour ce faire, tu as besoin de te projeter en arrière pour trouver un modèle. Tu ne peux pas t'inspirer de Macron et Juppé, tu dois remonter à Henri IV et à Richelieu. Je te propose de revisiter l'idéal classique de l'honnête homme pour l'adapter aux besoins de notre époque. L'honnête homme cultive son autonomie. Souviens-toi bien de cela. L'honnête homme pense par lui-même, décide par lui-même et s'informe par lui-même. Il ne délègue aucune de ses fonctions à autrui. Pour cela, il a développé des capacités qui lui permettent de se passer de gourou, d'influenceur et de fact-checker. Il exerce le discernement qui est, selon François Bert, l'écoute exhaustive du contexte jusqu'à en extraire le sens. Il pense par lui-même. Enfin, l'honnête homme s'intéresse à tout.
Il a des notions de politique, d'économie et de droit. Il est initié à l'intelligence émotionnelle, il a appris à lire un graphique, il est cultivé non comme une encyclopédie, mais comme les hommes politiques de jadis qui avaient lu les classiques et se tenaient au courant des nouveautés. Il n'est pas un spécialiste comme les incompétents qui nous servent de dirigeants aujourd'hui, excellents dans leur domaine de spécialité, la finance, le marketing, l'embrouille, mais incapables d'en sortir pour embrasser la complexité de la vie. La culture de l'honnête homme est généraliste, mais rigoureuse. Il n'a rien du diplômé de Sciences Po qui a survolé Hobbes et Rousseau et estime qu'il a fait le tour de la question. Au contraire, l'honnête homme se sent toujours redevable. Il est conscient qu'il ne sait pas grand-chose, mais il sait qu'il sait apprendre. Il n'est pas seulement ouvert sur le monde, il est ouvert sur la diversité du monde. Nous, le problème du matheux et du cartésien, c'est que parfois il peut s'intoxiquer du monde des idées. Il lui manque le contrôle de la réalité, le retour au réel. Tu sais, ça donne des gars comme Juppé, des gars comme Macron, des gars comme Bruno Le Maire, qui te disent, écoute, bon, il n'est pas matheux, mais tu vois ce que je veux dire. C'est des mecs qui te disent, moi, je m'en fous. Moi, mes indicateurs, je les ai faits. J'ai suivi la méthode, hein, le truc, j'ai suivi le taux de truc, le taux d'intérêt, j'ai fait ça. On s'est planté, je m'en fous. Moi, j'ai ma bonne note. Ouais. Moi, j'ai fait mon... Mais c'est complètement ça. Tu me fais penser à ce que dit Descartes dans le discours de la méthode, où Descartes nous explique qu'il préfère écouter les gens qui sont en relation avec le réel et sur qui son jugement va s'appliquer, plutôt que ceux qui réfléchissent à vide dans les bureaux et dont les jugements en fait n'impliquent pas le philosophe lui-même dans son joli bureau. Eh bien, il pourra se tromper autant de fois qu'il le veut, hein. On l'a vu, la gauche maoïste, la gauche staliniste, ils peuvent se tromper autant de fois qu'ils veulent. Ces gens, Foucault qui a défendu qui a défendu Khomeini, ils peuvent se tromper, peu importe. Dans leur bureau, ils n'auront pas à subir en fait leurs erreurs idéologiques. Et Descartes nous avait prévenu, parce que tu nous parles de cartésianisme, et ça m'y a fait penser. Descartes nous avait prévenu de tout ça. On est le peuple de Descartes. Hein. Dire que je sais pas moi, décider que l'on va établir l'égalité, ce n'est pas du tout naturel. Tous les peuples du monde sont inégalitaires. Le Brésilien, l'Indonésien, le Marocain, l'Arabe, l'Africain. Tu vas au Nigeria, tu leur dis, tu donnes de l'argent pour que ton voisin de palier aille à l'hôpital gratuitement. Il lui dit, mais tu es dingue. tu es dingue. Donc ça, c'est une pure idée. Mais on est resté dans le monde des idées et on s'est déconnecté. Et donc, il faudrait justement renouer avec cette identité, mais pas dans le but de rejeter les autres, dans le but que finalement chacun s'assume dans son identité, parce que quand chacun s'assume dans son identité, eh bien finalement, tout le monde va bien, et quand tout le monde va bien, c'est quand même beaucoup plus simple de s'entendre et d'être, dans la collaboration avec les autres, que lorsque tout le monde rejette son identité, chacun n'est pas bien, chacun a a une identité qui finalement est fragile et donc rapidement fragilisée, et finalement, eh bien, ça crée beaucoup de friction, beaucoup de tensions, et ça fait en sorte que des peuples vivent sur le même territoire, parfois, eh bien, avec des failles identitaires, et du coup, avec beaucoup d'agressivité les uns envers les autres. L'assimilation est aussi un sujet qui est très mal défini comme l'identité. L'assimilation, il y a plusieurs définitions possibles, mais pour moi, c'est comme une greffe. Hein, tu prends un bout de plante, tu le greffes à une autre et tu espères que ça marche. Ouais. Ça veut dire que tu sors de ton milieu arabe, noir, peul, tchétchène, je sais pas quoi, et tu te plantes à l'arbre français et tu commences à boire, à te nourrir de la sève française, à partager avec la France le même système immunitaire et tout ça. En général, en botanique, la greffe est quelque chose de dangereux. Il y a un taux de réussite qui est très faible, puisque une plante est faite pour vivre dans son terreau, parmi les siens, avec des réseaux de collaboration par les racines, parmi les siens, dans son milieu. L'assimilation, c'est exactement ça. Donc, il y a beaucoup de pertes en ligne, il y a beaucoup d'accidents identitaires. Tu as des gens qui sont ni vraiment arabes, ni vraiment français. Ils ont souvent les défauts des deux. Ils sont pas au potentiel. Ouais. Je dis que c'est pas gentil de les mettre, de leur faire subir ça. L'assimilation, c'est aussi, on peut la définir comme la francisation. C'est un gros mot, mais s'assimiler, c'est devenir français. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a une espèce de capitulation. De dire, mon identité arabe n'est pas suffisamment forte
où elle est inférieure à l'identité française, donc j'adopte l'identité française. Il y a un geste d'humilité que tu ne vois pas chez les jeunes aujourd'hui en France. Tu les vois, tu dis, ah, je suis franco-marocain. Ouais, je suis français, mais d'origine kabyle. Tout de suite. Parce qu'il ne voit plus dans la France quelque chose de supérieur à son identité d'origine. Donc, il va pas s'assimiler. Parce que c'est comme devant le roi. Avant Moyen-Âge, tu te rabaisses. Et le roi, il te met l'épée sur la tête. Et là, tu deviens sujet du roi et tu peux être élevé comme noble ou autre chose. Mais d'abord, il y a le premier geste, c'est le geste une sorte d'humiliation. Voilà. Les gens ne reconnaissent plus ça à la France, pour plusieurs raisons. Donc, pour résumer, il faut des vertus de plantes capables d'être greffées, donc des vertus d'agilité, de flexibilité, de résistance. Ouais. Cette flexibilité, ça, c'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas un défaut. C'est pas un défaut. La plupart des gens sont faits pour travailler dans leur culture de base. Le chinois, il est chinois. Le japonais, le coréen du Sud, il est coréen du Sud. Il n'est pas assimilable au Japon. Tu vois. Et la deuxième chose, il faut une grande vertu morale de dire peut-être que la culture de mes parents n'est pas la meilleure au monde et la culture française, elle est meilleure. Donc, je fais le geste. Donc, je m'humilie pour. Voilà. C'est pas donné à tout le monde. Donc, pour toutes ces raisons-là, l'assimilation est un hobby d'une minorité. Et nous montons à nous-mêmes et aux enfants de France immigrés de leur dire vous allez tous vous assimiler. De toute façon, ils ne s'assimilent plus. Enfin, ceux qui s'assimilent. Mais une bonne partie ne va pas s'assimiler. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir nos ennemis. Parce que entre le musulman en camis, la barbe et la trottinette sur le trottoir, s'il vous plaît, sur le trottoir, parce que de toute façon, comme l'État ne veut plus faire le travail de police, l'État, il est contre toi et moi, il n'est pas contre. Non, voilà. Donc, entre le musulman en camis, sur trottinette, en région parisienne, et le musulman qui change de prénom, qui s'appelait Mohamed, s'appelle Vincent et se francise, il y a quand même beaucoup de choses et beaucoup de très belles choses. Le drame, c'est que comme la droite, et pas toutes les droites, mais une certaine droite s'occupe de l'identité française, c'est un drame dans un sens, parce que je crains qu'elle fasse une identité française blanche. Ouais. Blanche chrétienne. Or, le pays a changé. Ce n'est pas notre faute. Il a changé. Il y a 10 millions de musulmans, 8 millions, 6 millions. Enfin bon. Dans Paris, moi, je vois que le pays a changé. Paris, enfin, dans les grandes villes, le pays a changé. Donc, moi, je me dis, c'est dommage de ne pas offrir une identité française accueillante à cette nouvelle France. Il y a une nouvelle France qui est là et qui n'est pas judéo-chrétienne et qui n'est pas blanche. Ouais. C'est un travail titanesque, compliqué, mais je ne vais pas tirer sur la droite, mais je dis attention, il faut ouvrir un peu. Parce que on peut pas dire l'islam est un rival de la France, l'islam est un danger pour la France et s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on fait des 10 millions de musulmans en France? Est-ce que ce sont tous des rivaux de la France? Pareil pour voilà. La France est un pays blanc, oui, d'accord, mais qu'est-ce que je dis, moi, un gars qui vient du Tchad, qui s'est intégré, qui s'est assimilé, qui a du mal souvent à louer un appartement parce qu'il est tchadien. On est passé par là. Mais qui veut. Qu'est-ce qu'on va. Voilà. Attention à ne pas créer des ennemis gratuitement. Ouais. Et c'est pas facile. C'est pas facile. C'est difficile. Je comprends d'où vient la droite française identitaire. Je comprends. On va scinder le pays de toute façon si on agit comme ça. On va scinder le pays. Et, de toute façon, il est déjà en train de se scinder. Et c'est pas juste. Pour ceux qui veulent jouer le jeu. Moi, je pense qu'il faut donner un cadre à ceux qui veulent jouer le jeu de la France, qu'ils soient noirs, asiatiques, arabes, tout ça. Quel est En fait, il faut un nouveau pacte civilisationnel. Ça, c'est un grand travail à faire. Ne laisse pas les ayatollahs de l'ignorance te détourner de tes origines. Assume ta langue comme on prend possession de son corps. On le soigne, on le lave, on le parfume, on l'embellit. On vous a tout donné sur le plan matériel et tout enlevé sur le plan moral. On vous a donné une technologie de pointe et des conditions de vie confortables, mais on vous a privé de l'essentiel, c'est-à-dire d'un cadre. Tout se vaut, tout est relatif, tout se discute, tout se négocie. Tu marches sur des sables mouvants en permanence, rien n'est sûr.
Tout est possible, même la folie. Tu peux installer un clitoris géant sur le parvis du Trocadéro et appeler cela du militantisme. Tu peux décréter qu'un homme peut tomber enceint. Tu peux exiger la fermeture des usines nucléaires sans te soucier des énergies de substitution. Tu peux libérer des monstres de prison avant le terme de leur peine et ignorer superbement la douleur des innocents qui auront le malheur de croiser leur chemin. Tu peux exiger l'ouverture totale des frontières et te moquer de l'infiltration de terroristes. Tu peux souhaiter l'entrée de jeunes radicaux afghans en France et y voir une chance de mieux les surveiller. Il n'y a pas de citoyens du monde. Il n'y a que des gens de quelque part. Bien sûr, bien sûr. En fait, la France s'est oubliée elle-même. Hein. Le malheur français s'explique largement par ça, parce qu'on peut toujours dire l'Europe, l'euro, Ursula. Moi-même, je le dis, hein, la dette, tout ça. Mais en fait, on s'est oublié nous-mêmes. Ça veut dire qu'on a oublié nos points forts et nos points faibles. Ouais. On a oublié nos points forts. On est un pays de travail. On n'est pas le pays des 35 heures. On est un pays besogneux de travail. Ouais. On est un pays d'industrie. On n'est pas le pays des call centers et des services. Enfin, il ne faut pas déconner. Ouais. On peut pas être français et dire il faut envoyer les usines en Chine. Ouais. On n'est pas le pays de la décarbonation. On est le pays de l'industrie, de la production. Après, elle peut être propre, évidemment. Ouais. On est le pays des ingénieurs. C'est ce que j'allais dire. Le pays de Gustave Eiffel. Ouais. On n'est pas le pays des startups. Ouais, c'est ça. Voilà. Monsieur Macron est complètement à côté de la plaque quand il dit Startup Nation. On est le pays de Gustave Eiffel, de Ferdinand de Lesseps, qui a fait le canal de Suez. On fait les grands travaux. On est comme ça. Nous ne sommes pas des Californiens. Alors qu'on s'épuise à ressembler aux Californiens avec des open space, du coworking, du capital, je sais pas quoi, d'incubateurs, mais on perd le temps. D'ailleurs, on n'est pas le pays des incubateurs et des pépinières d'entreprise. On est comme ça. On est le pays d'entreprises mixtes, public-privé. Là, on fait le Concorde, on fait le nucléaire, public-privé. Parce que l'État fait partie de la psyché française. C'est comme ça, Le voyou manifeste ton impuissance. Il est armé, tu ne l'es pas. Il évolue en bande, tu évolues seul, car on t'a convaincu que l'individualisme est une émancipation. Et quand il s'en prend à ta maison ou à tes enfants, tu ne peux rien faire car tu ne sais plus te battre. Le courage et l'usage de la force ayant été évacués de l'éducation des jeunes garçons. Et de toute façon, si tu te défends, tu te feras engueuler par le juge qui te préfère mort ou invalide plutôt que vainqueur de ton assaillant. Alors, ce que je vous propose pour parler d'identité, c'est en fait de faire dialoguer 2 livres sur l'identité, 2 livres que j'ai beaucoup aimés. 2 livres qui sont pour moi en fait 2 livres qui sont très différents, qui ont 2 thèses différentes et qui recouvrent bien en fait les 2 manières dont les gens aujourd'hui voient l'identité. Alors ces 2 livres sont un livre de 1998, c'est-à-dire Les identités meurtrières d'Amin Maalouf. Et le second livre est un livre beaucoup plus récent de Driss Ghali. Et ce livre est de 2023 et il s'appelle L'identité d'abord. Alors ces 2 livres, je les ai présentés, je vous mets tous les liens en description, je vous les ai présentés, je vous ai fait des vidéos individuelles pour chacun des 2 livres, vous irez voir si vous voulez creuser plus profondément que ce que je vais dire dans cette vidéo de ces 2 livres, mais là dans cette vidéo, en fait, le but va être surtout de faire dialoguer ces livres, de faire dialoguer les 2 thèses, enfin la thèse de chacun de ces livres et du coup de faire dialoguer les 2 thèses antagonistes entre elles pour voir qui est-ce qui aujourd'hui, à l'heure actuelle, a le plus raison et est, selon moi, et selon peut-être la rationalité la plus élémentaire, celui qui nous donne les meilleures clés de compréhension pour bien vivre son identité et pour en faire quelque chose de sain, de serein, de puissant et quelque chose en fait qui ne nous sert pas à nous entretuer, mais quelque chose qui sert en fait à nous ancrer et à faire de nous des êtres qui nous épanouissons en phase avec notre identité dans la nation qui est la nôtre. Allez, on est parti. Identité, entre racines et fragmentation. Dans un monde qui se cherche, une question revient, brûlante. Qui suis-je? Et surtout, à qui est-ce que j'appartiens? C'est cette question que posent 2 auteurs majeurs de notre époque. Amin Maalouf, écrivain franco-libanais dans Les identités meurtrières, et Driss Ghali, essayiste franco-marocain dans L'identité d'abord. 2 voix, 2 parcours. Mais surtout, 2 visions du lien entre l'individu, la communauté et la nation. L'une prône l'ouverture, l'autre l'enracinement. Qui a raison? Et surtout, à quel prix?
Amin Maalouf est né au Liban. Il a vécu la guerre civile. Il en garde la mémoire d'un pays déchiré, non par le manque d'identité, mais par l'excès d'appartenance exclusive. Chrétien oriental, élevé en français, il fuit le conflit pour s'installer en France. Dans Les Identités meurtrières, il écrit « Ce que je revendique n'est pas une appartenance, c'est une appartenance plurielle. » À l'inverse, Driss Ghali est le produit de l'immigration maghrébine en France. Son expérience n'est pas celle d'un exil, mais celle d'un flottement. Il observe une jeunesse sans repère, prise entre des cultures sans aucune colonne vertébrale. Dans L'Identité d'abord, il affirme, et je cite, « On ne bâtit pas une société sur des identités molles ou flottantes. La France doit se souvenir d'elle-même pour que ceux qui arrivent puissent y arrimer. » Pour Amin Maalouf, l'identité devient meurtrière quand elle est pensée de manière exclusive. C'est-à-dire quand on force un individu à ne se définir que par un seul de ses aspects. Sa religion, son ethnie, sa sexualité, sa langue. Il écrit, dans Les Identités meurtrières, et je cite, « Quand on m'oblige à choisir entre mon arabité et ma francité, entre ma foi et ma citoyenneté, c'est là que commence la violence. » Fin de citation. Amin Maalouf plaide pour une vision humaniste, fluide et cumulable de l'identité. Mais Driss Ghali voit dans cette fluidité une fuite du réel. Pour lui, une identité nationale ne peut pas être un patchwork indéfini. Elle doit transmettre une continuité historique. Il écrit dans L'Identité d'abord, je cite, « Une nation n'est pas une auberge espagnole. Elle a une histoire, une langue, une mémoire. Ce sont ces racines-là qui permettent de devenir quelqu'un. » Amin Maalouf croit en un universalisme post-identitaire capable d'englober toutes les appartenances sans aucune hiérarchie. Mais Driss Ghali répond que l'universel sans base nationale devient une abstraction impuissante. Il écrit dans L'Identité d'abord, je cite, « L'universel est un sommet, mais pour monter au sommet, il faut un socle. Une identité claire, assumée, transmise. Ce que la France a oublié. » Cette différence théorique se double d'une vision politique différente du vivre ensemble. Amin Maalouf craint le retour des communautarismes armés. Driss Ghali constate déjà la balkanisation ou la libanisation sociale de la France. Driss Ghali va plus loin. Pour lui, un pays sans base identitaire forte devient vulnérable non seulement sur le plan social, mais aussi sur le plan stratégique. Il écrit dans L'Identité d'abord, et je cite, « L'identité est une force géopolitique. Elle structure le récit collectif, elle donne une direction. Sans elle, un pays n'est qu'un territoire administratif où cohabitent des tribus concurrentes. » Cette thèse s'inscrit dans une idée puissante. L'immigration, comme les natifs, ont besoin d'un récit commun pour se projeter ensemble dans l'avenir. Et ce récit passe par l'adhésion à une culture majoritaire claire et pas par l'effacement de cette culture. On pourrait croire que ces deux visions sont finalement conciliables, mais la fracture est réelle. Amin Maalouf croit qu'on peut être plusieurs sans se diviser dans un même peuple. Driss Ghali affirme que sans tronc commun, on devient ingouvernable. Alors faut-il choisir? Eh bien, Amin Maalouf nous alerte sur les dangers de l'exclusion. Mais Driss Ghali, lui, nous rappelle l'essentiel. Un peuple sans socle commun, sans enracinement, ne construit rien. Ce n'est pas le refus de la diversité qui détruit une société. C'est l'absence de centre, de direction, de continuité. Un pays n'est pas un kaléidoscope. C'est un arbre. Ses branches peuvent être multiples, mais ses racines, elles, doivent être profondes, assumées et transmises. Driss Ghali écrit dans L'Identité d'abord, et je cite, « Sans racines, il n'y a pas de puissance, et sans puissance, il n'y a pas de liberté. Dans un monde incertain, il ne suffit pas d'être ouvert au monde. Encore faut-il savoir d'où l'on parle. » Et souvent, on peine à donner une définition à l'identité, et je trouve que Driss Ghali en donne une qui est intéressante dans son livre L'Identité d'abord. Il nous dit « L'identité n'est pas une question de papier. Elle est précisément ce que l'on garde lorsqu'on a tout perdu, la valise et les papiers d'identité. Elle est ce que l'on s'obstine à incarner et à vivre devant l'indifférence et l'hostilité. Elle est ce qu'aucun dictateur ne pourra vous enlever, ni ce qu'aucune somme d'argent au monde ne saura vous arracher. » Et si je pense que la vision d'Amin Maalouf peut être intéressante pour tolérer les identités différentes, je pense que la vision de Driss Ghali est plus réaliste.
plus en phase avec ce qu'il se passe vraiment dans le réel. Quand des identités sont trop différentes, trop antagonistes, sur un même territoire géographique, sur un même territoire politique, plusieurs populations avec des identités fortes différentes ne peuvent pas vivre en paix. Il y aura forcément des frictions, voire plus. Il faut donc une identité commune pour qu'une population puisse profiter des enseignements de la civilisation dans laquelle ils ont choisi de vivre. Il faut également qu'il y ait une identité et des bases fortes, nous l'avons dit, pour que chacun puisse se reconnaître en chacun et reconnaître en chacun un concitoyen, un frère en identité, un frère en civilisation. Et il faut également, ces bases communes, ces mœurs communes, pour pouvoir partir du même endroit et continuer à avancer le long de cette continuité historique de chaque civilisation pour imaginer un futur ensemble. Voilà, donc comme vous l'aurez, je pense, compris, finalement l'essai qui me paraît le plus pertinent aujourd'hui, celui qui me paraît avoir le plus raison aujourd'hui, c'est l'essai de Driss Ghali, L'identité d'abord, tout simplement parce que ce livre nous appelle à ne pas rejeter nos racines pour des idéologies toutes neuves, à ne pas rejeter en fait toutes les leçons et tout le savoir, toute la connaissance que contiennent ces racines, et puis le fait que ces racines sont finalement l'explication, la somme de connaissances qui font ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est quand même important de connaître et d'assumer cela. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer, mais ça veut dire qu'il faut partir de là et qu'il y ait une continuité historique vers un futur qu'on va imaginer ensemble, mais à partir de ses racines. Et pour imaginer un futur à partir de ses racines, il faut connaître ses racines, il faut être à l'aise avec, et il faut ne pas les avoir rejetées en bloc. D'ailleurs, toujours tout rejeter en bloc, que ce soit quelque chose de nouveau ou quelque chose d'ancien, est idiot. Il y a du bon de partout. Dans nos racines, dans les connaissances que la civilisation française a accumulées jusqu'aujourd'hui, il y a des choses magnifiques, il y a des choses qui sont dignes d'un grand intérêt. Il y a beaucoup de choses qui sont dignes d'un grand intérêt, même si par ailleurs, il y a des choses qu'il faut abandonner ou rejeter ou nuancer. Mais aujourd'hui, en fait, il faut qu'on comprenne finalement, à la lecture de ces deux essais, il faut qu'on comprenne que finalement, Amin Maalouf, ce qu'il a écrit, c'est surtout quelque chose en fait qui est en phase avec ce qu'il a vécu au Liban. C'est-à-dire une communautarisation de la société, une communautarisation excessive, une réduction sur un même territoire. Et c'est cet élément qu'à mon avis, Amin Maalouf ne prend pas assez en compte, c'est que c'est plusieurs identités qui s'affrontent sur un même territoire. Parce que quand chaque identité a un territoire à elle, un territoire politique à elle, où elle peut vivre comme bon lui semble, et où elle peut avoir un territoire où elle peut faire ce que bon lui semble et vivre selon les us et les coutumes et les mœurs qui lui ressemblent et qui lui conviennent, alors il n'y a pas de guerre fratricide au sein d'un État. La guerre fratricide, en fait, elle arrive, et c'est ce dont nous parle Driss Ghali, quand les gens, en fait, se communautarisent sur un même territoire politique, sur une même géographie politique. Quand plusieurs peuples vivent selon des us et des coutumes qui sont trop différentes, trop éloignées, voire même complètement antagonistes, c'est à ce moment-là, en fait, qu'arrivent finalement les affrontements entre les communautés. Quand il n'y a pas de base identitaire, de récit commun, de manière de vivre commune et d'us et coutumes en commun qui font qu'on se sent comme un seul peuple, s'il n'y a pas ça, il y a affrontement entre les communautés. Et encore une fois, il ne s'agit pas ici d'uniformisation, il ne s'agit pas de nier en fait les individualités et les différences et les nuances inhérentes à chaque être humain. Il s'agit simplement de se fondre. Se fondre, ça ne veut pas dire se dissoudre, mais de se fondre dans des bases communes qui font qu'on pourra tout simplement partager une identité commune et faire peuple tous ensemble, justement. Voilà, j'espère que vous avez trouvé la réflexion intéressante. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, en commentaire. C'est toujours très intéressant. Je prends beaucoup de plaisir à vous lire, d'ailleurs. Merci à ceux qui ont financé cette chaîne et qui la financent régulièrement. C'est grâce à vous que cette vidéo existe. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut.